aussi, hein, oui. Tu as l'air de le... Oui. Alors, c'est vraiment ce que j'ai réfléchi aussi, mais je pense que pour elle, pour sa génération, ma mère est née en 1950, et je pense que les gens qui sont passés d'un milieu populaire et qui, par le biais des études, se sont trouvés à des études universitaires et sont rentrés dans un autre milieu social, dans sa génération à elle, c'est majeur. Enfin, c'est majoritaire, je veux dire. Il y a énormément de gens qui ont fait ça. Elle a moins senti, ouais. C'est ça. Je pense qu'elle l'a moins senti parce que c'est les années où les collèges se sont remplis, où on est passé au collège pour tous, où l'université est devenue aussi beaucoup plus accessible. Alors que finalement, les récits de transclasse qu'on lit, je sais pas, je pense à Édouard Louis ou des gens comme ça, c'est des gens de notre génération à nous, et c'est beaucoup plus rare, effectivement, pour notre génération, des gens qui viennent d'un milieu ouvrier, qui accèdent par exemple à Normal Sup. Moi j'ai vécu ça, dans ma promotion on était 100, il y avait 2 enfants d'ouvriers. Voilà, en tout cas j'en connaissais 2 et je pense que c'était pas loin d'être les seuls, parce que tout d'un coup les choses se sont un peu refermées, je pense, après le début boom, les 30 glorieuses, etc. Donc c'est ça, ma mère ne le vit pas comme ça. Elle se définira jamais comme transfuge de classe, je pense. Ouais. Bon, en tout cas. Non, mais moi, j'avais quand même, toujours sur cette histoire de Lyon, j'avais quand même envie de te poser des questions sur des références, parce que c'est un livre qui fourmille de références, qui est extrêmement littéraire aussi, et notamment une référence qui, à mon avis, est très importante, c'est celle de Zola. Ouais. Qui est ton saint patron, j'ai l'impression. Ouais. Quelle influence il a eu sur pas du tout que ta famille ressemble à du Zola, mais il y a vraiment l'influence de Zola. L'influence de Zola est importante, j'aimerais que tu nous en parles un petit peu. Tout d'abord, parce que c'est tout bêtement ma lecture d'adolescence, c'est-à-dire que le romancier que j'ai lu, mettons, entre, je pense, 14 et 18 ans, qui m'a ébloui, qui m'a transporté, que j'ai lu, relu, re-relu, et dont j'aime même les mauvais livres. Tout Zola me plaît, pour des raisons nostalgiques, c'est lui. Et je pense, parce que je ne m'en rendais pas compte à l'époque, mais je retrouvais dans ses livres quelque chose de cette famille-là. Et ça me parlait, ça me plaisait. Je ne sais pas comment dire, mais ça rencontrait un écho extrêmement personnel en moi. Et c'est ce qui fait aussi que, dans la manière dont je raconte, je pense que pour le meilleur et pour le pire, il y a des moments où ça ressemble à du Zola. Où ça me nourrit dans les scènes que j'imagine. Il y a là-dedans un hommage, c'est comme des mini Rougon-Macquart, quoi. C'est ça, je reviens à mon... Sans dire que je suis Zola, hein, je veux dire, ça n'a pas d'ampleur et ça n'a pas de souffle et tout ça, mais ça m'a inspiré. Oui, puis l'arbre généalogique. Voilà. Il y a un autre thème que j'aimerais aborder avec toi, c'est qu'à travers ces récits de vie, on sent qu'on suit la vocation d'un écrivain aussi qui est en train de se tisser. Là, j'ai quand même pas mal de la naissance de ton envie d'écrire. Et j'avais repéré quelques passages. Mes 2 grands-mères sont couchées, mes parents et moi nous éprouvons un étrange soulagement. Toi qui aimes écrire, tu pourrais raconter tout ça un jour, dit ta mère. Un peu plus loin, page 52-53, rien n'est plus ringard à l'époque, hein, tu penses que rien n'est plus ringard que raconter la vie de mes grands-parents, la mienne à la rigueur, à condition d'y découvrir une blessure secrète, un gouffre au bord duquel j'aurais attiré mes lecteurs. Mais maintenant, et rien ne me semble plus urgent, plus difficile aussi que de les dire. Donc on sent que ce passage par ta famille et par cette injonction aussi secrète qu'ils ont pu donner sur ta vocation d'écrivain, t'a permis de passer à l'écriture. Oui. Est-ce que je me trompe? Oui, absolument. J'écrivais beaucoup quand j'étais adolescent. Donc là, je dis ça pour les élèves parmi nous qui écrivent. N'arrêtez pas, continuez, quoi qu'il arrive, même si vous avez le sentiment que ça ne vaut pas la peine. Puis je me suis arrêté dans la vingtaine, je ne sais pas pourquoi, enfin bref, peu importe. Et en fait, le fait de venir ici, donc de prendre cette distance avec la France, c'est toujours pareil. Les choses prennent de la valeur dans la distance. C'est-à-dire que quand on a quitté quelque chose, quand on a quitté quelqu'un, quand on a quitté un lieu, tout d'un coup on le voit dans toute sa richesse. Et donc, en fait, Montréal m'a beaucoup poussé à écrire parce que ça a cultivé cette nostalgie-là. Et effectivement, ça m'a permis de répondre avec plus de 20 ans de retard aux demandes de ma mère, qui est très contente. Et
même si c'est compliqué aussi pour elle de lire ça, et aux demandes de mon grand-père, parce que mon grand-père lisait le fameux René, là, qui était typographe, linotypiste. Alors lui, il était extrêmement content parce que pour lui, les livres, écrire des livres, écrire des textes, etc., c'était le sommet d'une existence. Donc je lui faisais lire mes textes, on chicanait un peu sur la ponctuation et tout ça, mais ouais. Là, on sent l'immense fierté de ton grand-père, hein, à plusieurs reprises, qui t'appelle, c'est mon petit-fils l'écrivain. Voilà. On sent que tu t'es construit aussi, puisqu'il y a plusieurs rapports au moi, je suis désolée, mais de la construction du moi. Et tu dis, le moi, il faut le chercher au plus profond, dans les traces de tous ceux, de toutes celles qui continuent à vivre en nous. Est-ce que tu voudrais éclairer un petit peu ce passage que tu as écrit? Oui. Que j'ai écrit, alors il y a une démarche un peu d'auto-justification là-dedans, c'est-à-dire que au départ, je ne voulais pas du tout être dans le livre. C'est-à-dire que j'avais fait quelque chose qui était complètement centré sur l'histoire de ses ancêtres, ses grands-parents, etc. Et alors, c'est encore mon éditeur qui m'a dit, écoute, le problème c'est que nous, ça nous intéresse dans la mesure où on voit d'où ça part. Si on voit ce que ça nourrit, à quoi c'est rattaché, sinon, René, Alice, voilà. Et donc, bon, et j'avais très très peur du narcissisme. Et en fait, c'est lui aussi qui m'a amené un fil en disant, mais non, c'est narcissique si ça peut rejoindre personne, et on est tous pareils de ce point de vue-là. C'est-à-dire qu'on a tous des parents, des grands-parents, des lieux d'origine, des histoires qui nous ont été racontées, et que ces histoires nous constituent. Et ça fait d'ailleurs que notre moi, ce qu'on appelle moi, là, c'est pas... Déjà, c'est pas quelque chose d'unique, on n'est pas unique, et surtout, c'est mouvant, complexe, c'est pas un bloc, c'est un agrégat, et c'est intéressant de montrer d'où cet agrégat vient, enfin comment il s'est constitué, et puis comment il est toujours en mouvement aussi, comment il se transforme. Ouais, tout à fait. Alors là, je voudrais, alors je ne vais pas les lire, hein, parce que j'ai déjà assez lu là, mais les deux textes que tu as mis en exergue et qui sont vraiment très éclairants par rapport à ça, je peux lire le petit quand même. De Marie-Hélène Voyer, que je ne connaissais pas, Nous des champs. Les dates qui ne nous appartiennent pas sont souvent plus nettes que celles qui nous fondent. Qu'est-ce que tu parlais de cette distance finalement qui fait que nous sommes construits par des choses que nous pouvons voir d'un peu plus loin peut-être. Oui, tout à fait. Marie-Hélène Voyer, c'est une poète québécoise qui a écrit ce recueil magnifique qui s'appelle Mouron des champs, en fait, où elle explore sa lignée maternelle et sa lignée paysanne, donc dans la région de Rimouski. Voilà, dans le bassin Laurent. Et ce qu'elle montre très bien, c'est à quel point, dans son cas, elle, dans son recueil, c'est vraiment la transmission des fêlures, de la souffrance, de l'impossibilité de parler, etc. Et alors, dans mon cas, moi, j'en sais rien à vrai dire. Enfin, j'en sais rien. Ça reste quand même assez obscur. Par contre, je ne sais pas si je réponds bien à ta question. En fait, ma question n'était pas super claire non plus. Non, elle était, mais... Si. Je donne un exemple, ça sera plus clair. En fait, dans le livre, donc le père de ma grand-mère, qui s'appelait Tony, a combattu comme poilu pendant la Première Guerre mondiale. Et bon, je ne savais pas grand-chose de lui, puis à vrai dire, je ne m'intéressais pas tellement à son histoire, jusqu'à ce que, pendant l'écriture du livre, ma mère me dise, mais écoute, tu sais, on a son journal de guerre. Et donc, elle me l'a transmis, et en fait, il a tenu un journal pendant toute la période où la guerre était mobile, donc les premières années. Et puis après, pendant la période des tranchées, il a écrit des lettres clandestines. Donc on a ces lettres clandestines qui sont passées par des gens qui rentraient en permission et où il dit les choses de manière assez crue. Donc il dit ce qui se passe, et c'est pas toujours facile à lire parce qu'il y a par exemple une part raciste. Il y a tout un passage contre les tirailleurs sénégalais parce que les tirailleurs sénégalais devaient obliger les soldats à aller monter au front, eux-mêmes étant obligés de le faire, hein, je veux dire, ils faisaient pas ça de gaieté de cœur évidemment. Et mon grand-père évidemment avait cette réaction très, très violente contre eux. Mais ce que j'ai compris rétrospectivement, c'est que donc, cet homme était très en colère, il portait une colère très forte, et que ça expliquait complètement la colère de ma grand-mère, qui était quelqu'un aussi de perpétuellement en colère. Alors, à la fin de sa vie, elle était sourde, donc elle ne s'entendait pas être en colère. Donc elle avait un monologue permanent de récrimination, et peut-être que les gens qui me côtoient vont dire que c'est bizarre, mais c'est vrai, pourtant, j'ai cette tendance-là aussi. Vous ne m'avez jamais vu en colère, mais ça existe. Et j'espère que non, mais voilà. Et ma mère aussi, ma mère a ce côté-là, et donc j'ai compris cette transmission-là, en fait, comment la colère s'était transmise. Alors, tu parles de la colère, ce sera peut-être ma dernière question, parce que là, si ça convient tout le monde. Tu parles de la colère, tu parles de situations extrêmement dures, tu parles de cas social, tu parles vraiment de
de situations très difficiles, hein, et de la mort en particulier. Il y a vraiment une part presque tragique quand tu ressuscites certains membres de ta lignée. Et pourtant, le texte est extrêmement drôle. Il y a une part d'humour. Ah mais vraiment, tu as un talent pour les situations, pour trouver l'aspect cocasse. Cet humour, tu as voulu lui faire une place ou enfin, comment il s'est fait une place dans ton texte, cet humour? Par le refus d'idéaliser les choses. C'est-à-dire que le but, c'est pas... Très joli, hein. Voilà, le but, c'est pas de faire de mes ancêtres des héros, ce qui n'y était pas. Et puis, c'est aussi de préserver, je pense, ce qu'ils avaient, notamment mon grand-père. Il avait beaucoup d'humour et il avait une tendance à jamais prendre les choses aussi... Enfin, comment vous l'écrire? C'était un homme très... qui pouvait être très bourru, très je sais pas comment dire. Bon, bref. Mais qui, comme beaucoup de Lyonnais, je trouve que c'est assez lyonnais cet esprit-là, avait une distance par rapport aux choses, et notamment dans les situations un peu solennelles, les trucs voilà, un peu sérieux, il avait tendance à être toujours un petit peu à distance, puis avoir toujours un sourire en coin. Et donc je pense j'essaie de retrouver ça aussi dans l'écriture. Mais on le voit, par exemple, quand il conduit sa voiture, il est toujours en train de dire attends, Pouillon de la Lune. Pouillon de la Lune, il est tout le temps en train d'invectiver tout le monde, et en fait on apprend qu'il a eu son permis hyper tard, que c'est pas du tout un conducteur fiable. Et il y a plein de scènes absolument hilarantes, même avec ta grand-mère qui a l'air d'être tout un personnage, Alice, et que tu arrives à vraiment faire vivre avec beaucoup de tendresse et d'humour. Et ce serait peut-être les mots. Merci beaucoup. C'est moi qui te remercie, vraiment. Merci, voilà.